Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal. Voici les principaux titres de l'actualité. Nous verrons ce soir comment se fait la transformation du basin. Ce tissu très prisé en Afrique passe par différentes étapes avant de se retrouver sur le marché. Au nombre de celles-ci, le changement de couleur. Dans l'univers de ces artisans, l'une de nos équipes de reportage a fait une incursion. Au Pakistan, au moins 61 personnes ont été tuées dans une explosion survenue dans une mosquée. Le bilan devrait d'ailleurs s'alourdir selon le chef de la police qui estime à 300 voire 400 le nombre de fidèles présents dans cette mosquée aux heures de prière. Le kamikaze, lui, est un ressortissant afghan installé au Pakistan avec sa famille depuis plusieurs années. Voilà pour le sommaire, c'est toujours un bonheur de vous retrouver sur RTI2. À l'origine, le basin est un tissu blanc, mais l'on en retrouve de plusieurs couleurs et qualités. Ce tissu, très prisé sur le continent, passe par diverses transformations avant de se retrouver chez les tapeurs, chargés de le faire briller de mille feux. Un monde du beau dans lequel nous avons fait une incursion au Texas, un quartier d'Atekoubé, où leurs artisans sont en nombre considérable. Un reportage de Justin Kwasi, commenté par Afisiata Karamoko de Somme. Quartier Texas, commune d'Atekoubé. C'est ici que Bassira Traoré exerce son activité. Ce matin, elle reçoit une cliente désireuse de donner une couleur à son basin, tissu damassé qui se caractérise par sa raideur et sa brillance éclatante. Une occasion pour Bassira de revenir sur la mise en place des couleurs. Ça dépend des choix des clients. Celle qui est venue aujourd'hui, elle veut bleu sel. Moi, j'ai fait bleu sel. C'est l'eau chaude. Je mets un peu de bleu dedans. Avec potasse, je me fais les mélanges, je mets un peu de douche, je mélange, je rince, je mets un peu d'amidon, puis je mets au soleil. Ça dépend des couleurs, quoi. Il y a les couleurs qu'on doit mettre ça au feu pour faire, mais les couleurs unies comme ça s'en bat en fait, avec l'eau chaude. Le consensus trouvé, la transformation peut alors commencer. Une fois la couleur acquise, la teinturière passe le tissu à ses collaborateurs, les tapeurs, pour une autre étape, consistant à passer l'étoffe sous les coups de leur gourdin afin de la dresser et la rendre plus éclatante. Une tâche pas du tout aisée. Ces tapeurs courent beaucoup de risques. Par jour, on peut taper au moins 40. S'il y a le marché, on peut taper peut-être 80 complets, souvent 70. Souvent, quand on tape, il y a trop dedans. Souvent, on paie, souvent, on laisse. Ça dépend de la personne qui m'envoie. Mais souvent, l'autre qui dit qu'il faut laisser. Tu vois, c'est resté dans le travail. Le travail, là, c'est dur. Mais c'est mieux que zéro. Il y a beaucoup de travail, mais ça me plaît. Le basin bien séché est remis à la cliente. Elle est satisfaite du travail abattu. Je suis venue chercher, j'ai vu qu'elle a bien fait son travail. Elle était très satisfaite, je suis contente. Elle connaît son travail, puisqu'il y a longtemps, ça fait plus de 15 ans qu'elle fait ça. Donc moi, en tout cas, je ne connais pas une autre teinturière à part qu'elle. Le basin, ce n'est pas fait pour repasser, c'est fait pour taper. Je préfère qu'on tape, parce que quand on repasse, tu ne trouves pas la beauté, l'éclair que tu veux. Par contre, quand tu tapes aussi, ça brille beaucoup. Contrairement à cette cliente, d'autres personnes refusent de faire taper leur basin. Je préfère le basin repassé parce que voilà, ça ne pèse pas. Et le repassé est plus, selon moi en tout cas, c'est plus efficace que le tapé. Parce que le tapé, au fur et à mesure où on tape, ça se gâte. Alors que quand c'est repassé, voilà, il y a des produits où on prend pour traiter en fait. Les faire repasser, il y en a aussi qu'on règle pour ne pas que ça brûle. Moins de risques que le tapé. Parce que quand tu envoies pour taper, il n'y a pas de limite, ils frappent comme ils veulent. Donc c'est ce qui fait que bon, on préfère le repasser. Bien que tapé, le basin ne fait pas l'unanimité au sein des populations. Ceux qui affectionnent cette étoffe la jugent adaptée à toutes les occasions. Pour eux, le basin met en valeur l'élégance de celui qui le porte.
région, le vent du développement et du progrès souffle depuis plusieurs mois sur la ville de Séguéla, dans le Ouorodougou. Séguéla veut compter parmi les villes émergentes de Côte d'Ivoire. Des infrastructures de taille sortent de terre. Elles visent l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations. Des projets principalement initiés par la municipalité. Voyons tout cela dans ce sujet de Théodore Zouzou, commenté par Clément Boko. Séguéla, région du Ouorodougou. Ces tout petits de la maternelle sont heureux de mener leur activité éducative dans ces salles de classe, tout comme leurs aînés du primaire dans cette autre école qui a bénéficié de ce bâtiment de 3 classes. L'établissement accueille plus de 400 écoliers pour 6 classes. Il y avait vraiment assez d'élèves. Les classes étaient en nombre pléthorique. Il fallait vraiment chercher une solution et la solution qui a été trouvée, je pense pour moi, c'est la création de ce bâtiment. Du coup, nous avons vraiment été soulagés. Les tout petits ont besoin d'être inculqués, ils ont besoin du savoir. Et la seule école traversait toute la ville, à plus de 200 mètres. C'était vraiment pénible. Donc la création de cette belle école a permis à 150 élèves aujourd'hui d'avoir une école à eux, de pouvoir s'amuser, de pouvoir apprendre dans la gaieté. Au quartier résidentiel, un complexe sportif attend d'être inauguré. Non loin de là, une piscine olympique est en construction. Des ouvrages qui offrent des emplois à la jeunesse. S'il y a les travaux comme ça nous arrange beaucoup. Nous, on peut gagner nos prix de manger dedans. Cette localité est une zone de forte production d'anacarde et de produits vivriers. Ici, la commercialisation des produits vivriers est l'affaire des femmes. Des marchés sont donc en construction pour permettre leur écoulement et rendre la gente féminine autonome. Non, au marché là quoi, si c'est fini, ça va nous arranger même, bien même. Parce qu'il n'y a pas de place au marché, si ce n'est pas la route. Le marché là-bas me permet de vendre mon poisson là-bas. Dans cette ville, en dehors des châteaux d'eau, des espaces verts ou reboisés sont visibles et constituent le lieu de repos des habitants. Ce site-là, anciennement, était un dépotoir. Monsieur le maire, dans sa vision, a voulu corriger un peu cet état de fait-là. Voilà comment il a eu l'idée. En plus de cela, c'était pour lui aussi pour contribuer un peu au reboisement du couvert végétal et forestier de la région. Voilà, pour la lutte contre le réchauffement climatique et tout ça. Aussi un peu ce qui a motivé un peu la réalisation de ce jardin d'oxygène. En même temps aussi, c'est un lieu de loisir pour nos jeunes gens, les riverains de ce quartier. En plus de l'environnement dont l'assainissement demeure une priorité, le conseil municipal œuvre à sortir la jeunesse de la précarité. La première vision, dans sa globalité, c'était le bien-être de ma population, dans un développement harmonieux. Nous avons mis l'accent sur la salubrité, même si ça c'est une question qui persiste toujours. Pour sortir les femmes de la précarité, nous avons mis un fonds en place. Pour les jeunes, c'est dans le même ordre d'idée. Ces actions de développement de la commune sont soutenues par l'administration. Ces réalisations aujourd'hui sont fortement appréciées par nos populations. Tout cela ne peut se faire que dans un environnement de paix et de tranquillité. Donc nous travaillons aussi à renforcer la cohésion sociale, à faire en sorte qu'il y ait cet équilibre social-là nécessaire à la poursuite de ces projets. Sortir Séguéla de sa léthargie est la vision du conseil municipal. Il s'engage dans une synergie d'action avec les cadres, à la rendre plus attrayante et à avoir une cité où il fait bon vivre. L'autonomisation des femmes de Zikedia, située à l'ouest du pays, est une priorité pour les fils de la localité. Ces femmes ont reçu des dons composés d'une broyeuse de manioc et de plusieurs arrosoirs. Valeur de ces dons de Ouattara Bakari, 4 millions de francs CFA. Pour ces 10 coopératives de femmes bénéficiaires, cette aide va booster considérablement leurs différentes activités, comme nous le montre Anicette Conan-Blessing. Sous-préfecture de Gbogbouyé, région du Haut-Sassandra au centre-ouest du pays. Les femmes des villages de Zikedia et Benkadi reçoivent du matériel agricole. À l'initiative de cet acte de solidarité, Bakari Ouattara, cadre de Gbogbouyé. Ce don vient contribuer à l'autonomisation de ces femmes et contribuer à la lutte contre la pauvreté dans la sous-préfecture. Nous sommes heureux. Toutes les femmes ont répondu présentes. Nous avons souhaité fédérer effectivement, n'est-ce pas, toutes ces associations que nous avons retrouvées
Bientôt, une fédération des femmes de Benkadi verra effectivement, n'est-ce pas, le jour. Et cela va permettre un encadrement, effectivement, n'est-ce pas, de proximité. Les bénéficiaires ont tenu à remercier le donateur pour cet élan de solidarité. Au total, 10 coopératives de femmes à Gbogouye ont bénéficié de dons d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Et hier dimanche, la commune d'Abobo a abrité une opération don de sang. L'initiative de la mairie, en collaboration avec l'association islamique en Sardine, a un but bien précis, aider les patients atteints d'anémie et autres maladies liées au manque de sang. Une opération sociale suivie et commentée par Aïcha Sanogo et Georgette Sido Fofana. Il est 8 heures quand Adamon Ouattara arrive au CHR Félix Houphouët-Boigny d'Abobo pour faire don de sang. Cet habitant de la commune d'Abobo est déjà à son 15e don de sang en l'espace de 8 ans. Je donne mon sang pour pouvoir sauver des vies. Pour des personnes qui sont malades, qui ont besoin de sang, je donne mon sang pour pouvoir les sauver. J'encourage tout le monde à venir donner le sang. Comme lui, nombreux sont les habitants de la commune qui ont répondu présents à cette activité caritative. À côté d'eux, les membres de l'association islamique en Sardine, Fédération Abidjan Nord, association initiatrice de l'événement. L'objectif est que tout le monde soit au même titre. Parce que nous sommes en bonne santé. Mais pourquoi pas souhaiter aussi aux malades pour qu'ils soient en bonne santé comme nous. Ce don de sang, c'est un projet qui est islamique. En islam, c'est aider son prochain. Donc nous pensons que donner un peu de ce qu'on a de plus précieux, c'est le sang. Donner ça à son prochain, c'est le sens même de la religion musulmane. Cette opération, don de sang, vient contribuer à la lutte contre le manque de sang qui sévit en Côte d'Ivoire. Pour le bilan de l'exercice 2022, l'anémie constitue la deuxième cause de décès au sein de notre établissement, avec 17% de cas de décès sur l'ensemble de nos décès enregistrés pour l'année 2022. C'est pour cela même que nous encourageons cette action-là. En tant que maire, en tant qu'élu de la commune d'Abobo, il est de son intérêt de penser à la promotion de la santé des personnes qui vivent ici à Abobo. Donc elle prend ça à bras le corps. Pour elle, c'est un acte très fort et très important. L'opération don de sang organisée par l'association islamique en Sardine, Fédération Abidjan Nord, a enregistré plus de 500 participants. La communauté musulmane de Néoulefla, à quelques kilomètres de Vavois, a commémoré la naissance du prophète Mohammed, occasion pour les guides religieux d'inviter les fidèles musulmans à la culture de la paix et du vivre ensemble. Le prophète Mohammed, comme l'ont exprimé les hommes de Dieu, a longtemps œuvré pour la cohésion sociale et ses enseignements doivent servir de ciment des relations entre les peuples de Côte d'Ivoire. À l'occasion de ce Maoulid, célébré les 26 et 27 janvier 2023, une mosquée d'une capacité d'accueil de 1000 fidèles a été inaugurée, mosquée qui sera dirigée par le cheikh Yacouba Kaboré. Par Gassorokone, des Madangui. Promouvoir le vivre ensemble, la discipline, la paix et la cohésion sociale au cœur de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Une commémoration couplée de l'inauguration de la mosquée Salam de Néoulefla, un village du département de Vavois, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, et de l'intronisation de son imam principal. Notre message, c'est le message de la paix, message de cohésion sociale. Pour cela, nous demandons à tous nos disciples d'être exemples, être musulmans qui parlent par leurs actions. On essaie de véhiculer le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bon sens. Je veux dire par là la tolérance, la cohésion sociale, la cohabitation. Opportunité toute trouvée par le préfet de département de Vavois et par le député de Daloa pour encourager les initiatives des prières en faveur de la paix et du respect de la loi. Soutenez l'imam. Écoutez ce qu'il va vous recommander, parce qu'il ne recommandera rien de lui-même, il recommandera quelque chose ou une parole au nom de Dieu. Toute personne qui rentre dans cette mosquée ressorte disciplinée. Et la crainte de Dieu et aussi la crainte de la loi. Profiter de cet instant, demander à nos guides religieux, à nos éminences,
adresser donc des prières particulières à notre pays, la Côte d'Ivoire, afin que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Pour la circonstance, le cheikh Yacouba Kaboré, imam intronisé par le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire COSIM, section Vavois, a indiqué ses priorités. Après mon intronisation au COSIM, ma priorité serait de promouvoir le rassemblement, le vivre ensemble, la solidarité, la cohésion sociale et prier pour une stabilité prospère de la Côte d'Ivoire. Ce rendez-vous spirituel de la communauté musulmane de Néouléfla dans le département de Vavois s'est achevé par la visite guidée de cet édifice religieux d'une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles. Vous l'avez tout de suite compris, le reportage de Pargasso Reconné des Madongui est commenté par Afisiata Karamoko Dosso. Et dans l'actualité sportive, à Ouangolodougou, la direction départementale des sports a lancé officiellement ses compétitions OASU pour la saison 2022-2023. Cérémonie de lancement au lycée moderne Alassane Ouattara en présence d'un parterre de personnalités et de notre reporter Salif Ouattara. Après les bonnes prestations enregistrées ces dernières saisons par les établissements de Ouangolodougou lors des compétitions OASU, les autorités locales veulent s'inscrire dans ce dynamisme en donnant la chance aux jeunes écoliers et élèves d'allier sport et études. Sur le lancement des compétitions OASU de Ouangolodougou, au-delà des résultats sportifs attendus, vient à point nommé pour mettre en exergue les vertus du sport à l'école et la nécessité pour tous les acteurs du système éducatif d'encourager de laisser les enfants s'adonner au sport de leur choix. Les différents intervenants ont félicité à tour de rôle l'honorable Traoré Drissa pour ses nombreuses actions en faveur du développement du sport et des projets jeunes dans cette ville du nord ivoirien, située à plus de 600 km d'Abidjan. Le sport en milieu scolaire est un facteur de rapprochement qui permet à l'apprenant de nourrir de nouveaux projets en dehors des cours classiques, parfois trop stressants pour lui. Certainement, à certains qui se font des préjugés négatifs, les compétitions sportives développent chez l'enfant l'esprit de la gagne et le goût de l'effort. Au football, les cadets du CP Alpha Keita n'ont pu vaincre ceux du CP Mikita. Score final 1-1. Au handball, les filles du lycée moderne Alassane Ouattara ont étrié celles du collège moderne de Kawara 13-3. Il y avait aussi de l'athlétisme au menu de cette première journée de compétition OASU de Ouangolodougou. Des courses dominées par les élèves du lycée moderne de Ouangolodougou. Le comité national olympique a rencontré les présidents des fédérations olympiques ivoiriennes. C'était ce samedi 28 janvier 2023, un déjeuner auquel a été convié le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Mais que se sont-ils réellement dit? Les détails de cette rencontre avec Patrick Dadier. Ce déjeuner de presse a été le cadre parfait pour les fédérations olympiques de se retrouver afin de fraterniser en présence du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho. Le président du CNO, Georges Ngouan, a expliqué avoir demandé cette rencontre pour traduire toute la reconnaissance du comité olympique à toutes les fédérations olympiques et à la presse pour son engagement dans la promotion au quotidien des disciplines olympiques. Nous estimons que c'est ce genre de rassemblement qui permet de consolider la grande famille du mouvement olympique. Le ministre Paulin-Claude Danho a quant à lui salué l'initiative avant de revenir sur la vision du gouvernement pour l'année 2023 décrétée année de la jeunesse. Ce déjeuner est important parce qu'il cristallise, il formalise une idée qui est originale, celle de se retrouver en début d'année, certes pour présenter les vœux, consolider la famille, mais surtout tracer les perspectives. Et la perspective pour nous en Côte d'Ivoire, elle est connue. Elle a été inspirée par la vision du président de la République de faire de cette année l'année de la jeunesse. Ce déjeuner a été marqué par la remise de façon symbolique de gadgets au ministre Danho, aux journalistes, aux présidents de fédération et aux membres du bureau exécutif du CNO. Et comme annoncé en titre, c'est une véritable scène d'horreur, ce qui s'est passé au Pakistan. Au moins 61 personnes ont été tuées dans une explosion survenue dans une mosquée dans le nord-ouest. Le bilan devrait d'ailleurs s'alourdir, selon le chef de la police qui estime à 300 voire 400 le nombre de fidèles présents dans cette mosquée aux heures de prière. Le kamikaze était un ressortissant afghan installé au Pakistan avec sa famille depuis plusieurs années. Le gouvernement a placé l'ensemble du pays sous haute
alerte. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre journal, si Dieu le veut. Excellente suite de programme.